Le Titanic, un paquebot britannique exploité par la White Star Line, a connu un destin tragique dans l'océan Atlantique Nord. Le navire a coulé après avoir heurté un iceberg lors de son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Ce désastre demeure le naufrage le plus meurtrier en temps de paix d'un paquebot ou navire de croisière. Le Titanic, construit par les chantiers navals Harland and Wolff à Belfast, en Irlande du Nord, était un navire impressionnant, mesurant 882 pieds et 9 pouces de longueur, avec une largeur maximale de 92 pieds et 6 pouces. Il comprenait 10 ponts, chacun servant à diverses fonctions, de l'accueil des canaux de sauvetage sur le pont des embarcations à l'hébergement des cabines de première classe et des espaces publics sur les ponts promenades et salons. Le navire transportait une gamme diversifiée de passagers, y compris des personnes fortunées et de nombreux immigrants cherchant une nouvelle vie en Amérique et au Canada. Malgré son impact significatif sur la littérature et le cinéma, le naufrage du Titanic reste un événement énigmatique dans l'histoire. Voici 15 photos conservées du Titanic avant qu'il ne coule. Numéro 15. Le garçon sur le pont du Titanic. Dans le film Titanic de 1997, il y a une scène mémorable où un jeune garçon joue avec une toupie sur le pont du navire. Ce moment n'est pas simplement une addition créative, c'est une reconstitution d'une véritable photographie prise à bord du Titanic. La photo originale a été capturée sur les ponts supérieurs le 11 avril 1912, quelques jours seulement avant que le navire ne rencontre son destin tragique. La photographie présente Robert Douglas Spedden, âgé de 6 ans, faisant joyeusement tourner sa toupie, tandis que son père et d'autres passagers le regardent. Robert et sa famille étaient des passagers de première classe, rentrant chez eux à Tuxedo Park, New York, après un voyage familial à travers l'Algérie. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, Robert dormait profondément. Au milieu du chaos qui s'ensuivit, sa nourrice, Elizabeth Burns, le réveilla doucement et lui dit qu'elle l'emmenait voir les étoiles. Rassuré par ces mots, il se rendormit, inconscient de la tragédie en cours. Il se réveilla le lendemain matin dans un canot de sauvetage, ayant survécu au désastre. Malheureusement, l'histoire de Robert prit une autre tournure tragique. En 1915, à l'âge de 9 ans, il fut renversé par une voiture dans le Maine et décéda. Considérant le peu d'automobiles sur les routes à cette époque, son accident fut l'un des premiers incidents liés à l'automobile enregistrés dans l'histoire du Maine. Numéro 14. L'iceberg qui a coulé le Titanic. Le 12 avril à 16h, tout en naviguant à travers l'océan Atlantique, le capitaine W. Wood du SS Etonian photographia un immense iceberg. Il ne se contenta pas de capturer l'iceberg en photo, mais enregistra également ses coordonnées exactes. 40 et 1 degré 50 minutes de latitude nord et 49 degrés 50 minutes de longitude ouest. Fait intéressant, ces coordonnées sont presque identiques à l'endroit où, seulement 2 jours plus tard, le Titanic entra en collision avec un iceberg. À son arrivée à New York, le capitaine Wood développa la photographie et envoya un tirage à son arrière-grand-père, déclarant que c'était l'iceberg responsable du naufrage du Titanic. Il écrivit une légende audacieuse sur la photo, notant la date, l'heure et les coordonnées précises de l'iceberg. Le 14 avril 1912, à 22h20, le Titanic frappa un iceberg et coula en moins de 3 heures, entraînant la mort de 1522 personnes. Au cours du siècle dernier, plusieurs photographies d'icebergs près de la route du Titanic ont émergé. Cependant, la photographie du capitaine Wood est particulièrement significative, car la forme de l'iceberg correspond étroitement aux croquis et descriptions des témoins oculaires de l'iceberg qui causa le naufrage du Titanic. Numéro 13. Les passagers de 3e classe. Imaginez embarquer sur le Titanic en tant que passager de 3e classe, également connu sous le nom de passager de steerage. Ces voyageurs partageaient des salles de bain communes, dînaient ensemble dans leurs propres salles à manger et dormaient dans des cabines accueillant chacune 4 personnes. Étonnamment, les accommodations pour les passagers de 3e classe sur le Titanic étaient bien meilleures que ce à quoi ils étaient habitués chez eux.
En fait, les conditions de vie en troisième classe équivalaient à celles de la deuxième classe sur d'autres paquebots. Malgré un espace et des commodités limitées, les passagers de troisième classe recevaient des repas, une amélioration significative par rapport à d'autres navires où ils devaient apporter leur propre nourriture. Leurs cabines étaient situées dans des zones moins désirables du navire, plus proches des machines bruyantes et vibrantes. Cependant, les cabines disposaient d'eau courante et d'électricité. Les hommes seuls vivaient à la proue du navire, tandis que les femmes seules et les familles résidaient à la poupe, qui offrait des cabines plus spacieuses pour les familles. Les cabines avaient des formes irrégulières pour s'adapter aux courbes de la proue et de la poupe du navire. Pour passer le temps, le Titanic proposait une salle commune où les passagers de troisième classe pouvaient se rassembler, se détendre, lire, jouer aux cartes et s'adonner à des activités. Bien qu'il soit interdit d'accès aux espaces de divertissement, comme le gymnase et la piscine, ils organisaient leurs propres fêtes et danses. Plus de 700 passagers de troisième classe étaient des immigrants visant à commencer une nouvelle vie en Amérique. Tragiquement, beaucoup n'atteignirent pas leur destination. Seuls 25% des passagers de troisième classe survécurent au désastre, et parmi eux, seuls quelques hommes. Numéro 12. Le gymnase du Titanic. Le Titanic avait quelque chose de plutôt étonnant pour son époque. Un gymnase. Ce n'était pas quelque chose qu'on s'attendait à trouver sur un paquebot à l'époque. Il était situé sur le pont des embarcations, juste à côté du grand escalier. En entrant, vous étiez accueilli par une pièce lumineuse avec des lambris en chêne peints en blanc et des sols carrelés. Sur l'un des murs, il y avait un élégant présentoir en chêne sculpté. Il montrait une coupe détaillée d'un navire similaire au Titanic et une carte des routes de la White Star Line autour du monde. Cela ajoutait une touche de classe et une ambiance d'aventure mondiale à l'endroit. Le gymnase était équipé de certains des équipements d'exercice les plus récents de cette époque. Cela incluait des chameaux électriques et des chevaux électriques, des machines à ramer, ainsi que des punching balls, des appareils d'haltérophilie et des vélos mécaniques. Pour utiliser cet établissement exclusif, les passagers de première classe devaient acheter des tickets pour $1 chacun auprès du commissaire de bord. T.W. Macaulay, l'éducateur physique du gymnase, était toujours présent pour aider les passagers à comprendre comment utiliser l'équipement. Le gymnase était ouvert pendant des heures spécifiques et avait des règles assez strictes sur qui pouvait l'utiliser, séparant les personnes par sexe et par âge. La White Star Line, la compagnie derrière le Titanic, présentait le gymnase comme un endroit où les passagers pouvaient profiter d'activités comme l'équitation, le cyclisme et l'aviron. Il promettait à la fois un bon exercice et beaucoup de plaisir. L'une des attractions les plus appréciées était le chameau électrique, une machine qui vous permettait de simuler une véritable promenade à dos de chameau. Malheureusement, la nuit où le Titanic a coulé, T.W. Macaulay est resté dans le gymnase et a tragiquement perdu la vie avec le navire. Numéro 11. Les gilets de sauvetage du Titanic. Un passager qui est descendu du Titanic avant qu'il ne coule avait une photo des gilets de sauvetage du navire dans son album. Le Titanic transportait suffisamment de gilets de sauvetage pour tous les plus de 2000 passagers et membres d'équipage à bord. Ces gilets de sauvetage étaient faits de toile et de liège. Ils étaient fragiles, attachés seulement par des cordons en tissu, et bien que surprenamment lourds, ils étaient très flottants. Alors que le Titanic coulait, de nombreux passagers qui ne pouvaient pas monter dans les canots de sauvetage ont enfilé ces gilets de sauvetage et ont sauté du navire. Cependant, en raison de la conception des gilets, beaucoup de personnes ont perdu connaissance en touchant l'eau. En conséquence, beaucoup se sont noyés, se sont brisé le cou ou sont morts d'hypothermie dans l'eau glacée. Même si le liège a continué à être utilisé dans les gilets de sauvetage, des améliorations dans leur conception n'ont eu lieu qu'après la Seconde Guerre mondiale. Les morts tragiques de passagers portant des gilets de sauvetage en liège sur le Titanic et dans des incidents similaires ont conduit à des efforts pour améliorer les matériaux utilisés dans les gilets de sauvetage. Malgré leur conception défectueuse, certains gilets de sauvetage originaux du Titanic existent encore aujourd'hui. Les défauts n'ont pas empêché les collectionneurs d'acheter ces artefacts aux enchères. En fait,
un gilet de sauvetage du Titanic s'est vendu pour la somme étonnante de 119 000 $. Numéro 10. La piscine. Saviez-vous que le Titanic avait sa propre piscine? La White Star Line, la compagnie derrière le Titanic, avait déjà inclus une piscine sur leur navire précédent, l'Adriatique, lancé en 1906. Ils ont décidé d'améliorer cette caractéristique sur le Titanic en ajoutant une piscine qu'ils appelaient un bain de natation. En 1912, avoir une piscine sur un navire était une grande nouveauté. C'était une caractéristique novatrice et luxueuse qui mettait en valeur l'opulence du Titanic. La piscine était située à l'intérieur du navire, sur le côté tribord du pont F. Elle maintenait une profondeur constante d'1,8 m, mais il la remplissait généralement entre 1,5 m et 1,8 m pour que les nageurs puissent se déplacer confortablement. Remplie d'eau de mer chauffée, la piscine était exclusivement réservée aux passagers de première classe. Cependant, utiliser la piscine nécessitait un paiement et les hommes et les femmes ne pouvaient pas nager en même temps. Les hommes pouvaient nager gratuitement de 6 h du matin à 9 h. À d'autres moments, ils devaient payer. Les femmes devaient payer à chaque fois qu'elles voulaient nager et n'avaient pas de période gratuite. Malheureusement, les enfants n'étaient pas autorisés à utiliser la piscine du tout. Nager dans la piscine coûtait environ 25 cents par personne, ce qui incluait même un maillot de bain. Un passager, le colonel Archibald Gracie, a nagé dans la piscine d'eau salée chaude et revigorante environ 24 heures avant que le Titanic ne coule. Il prévoyait de nager de nouveau le lendemain matin. Lorsque le désastre a frappé, il a survécu en s'accrochant à un canot de sauvetage pliable jusqu'à l'arrivée des secours. Numéro 9. Les canaux de sauvetage insuffisants. Lorsque le Titanic a coulé, il a révélé une grave pénurie de canaux de sauvetage, ce qui a conduit à de nombreux décès. Avant la tragédie, le révérend F.M. Brown a pris une photographie prémonitoire du pont du navire et d'un canot de sauvetage. Il est descendu du navire en Angleterre avant qu'il ne poursuive son voyage funeste. Après le désastre, des enquêtes dans le monde entier ont conclu que de meilleures réglementations auraient pu prévenir la tragédie. À l'époque, le Titanic respectait en fait les lois maritimes de 1894. Ces lois exigeaient que les navires de plus de 10 millions de kilogrammes aient 16 canaux de sauvetage pour 990 personnes. Le Titanic pesait près de 50 millions de kilogrammes, le rendant beaucoup plus grand que les navires considérés dans ces anciennes réglementations. Il transportait 20 canaux de sauvetage, ce qui était suffisant pour environ la moitié des passagers à bord cette nuit-là. Les gens faisaient une confiance aux 16 compartiments étanches du navire pour le maintenir à flot et ne voyaient pas les canaux de sauvetage comme des substituts au navire. Sur plus de 2000 personnes à bord, seulement environ 700 ont réussi à monter dans les canaux de sauvetage. Les canaux ont été lancés avec moins de personnes qu'ils ne pouvaient en contenir parce que les membres d'équipage craignaient que des bateaux chargés à pleine capacité ne cassent les mécanismes de descente. Par exemple, le premier canot est parti avec seulement 25 personnes, alors qu'il pouvait en transporter 65. Aucun exercice de canot de sauvetage ou d'incendie n'a été effectué avant le naufrage. Un exercice de canot de sauvetage prévu a été annulé par le capitaine John Smith, qui voulait tenir un dernier service dominical avant sa retraite. 2 ans plus tard, des règles internationales ont exigé que les navires de passagers aient des canots de sauvetage pour tous à bord. Aujourd'hui, les navires doivent avoir des canots pouvant transporter 125% du nombre total de personnes à bord. Numéro 8. Le capitaine et le commissaire du Titanic. Il existe une photographie du capitaine Edward J. Smith, le capitaine britannique du Titanic, debout à côté du commissaire du navire Hugh Walter McElroy. Un passager qui a quitté le navire à Queenstown, en Irlande, 3 jours avant le naufrage, a pris cette photo. Tant le capitaine Smith que le commissaire ont tragiquement perdu la vie dans le désastre. 3 jours après avoir quitté Southampton, en Angleterre, le capitaine Smith suivit sa routine habituelle du dimanche. Il inspecta le navire, mais décida de ne pas effectuer un exercice de sécurité prévu. Il dirigea un service religieux et rencontra ensuite ses officiers pour calculer la position du navire. Ils déterminèrent que le Titanic naviguait à 40 et 1 km par heure.
Alors que la soirée du 14 avril 1912 approchait, la température chuta à 0 et la surface de l'océan Atlantique Nord semblait calme et semblable à un miroir. Ces conditions rendaient difficile la détection des icebergs courant dans cette zone au printemps. Malgré les risques, le capitaine Smith maintint le navire à pleine vitesse, croyant que l'équipage pourrait réagir rapidement s'il repérait des icebergs. La nuit du 14 avril, il n'était pas sur la passerelle lorsque le navire heurta un iceberg. Après avoir appris les dommages, il demanda immédiatement à Thomas Andrews, le concepteur du Titanic, d'évaluer la situation. Thomas Andrews détermina que le navire coulerait. À 2h20 du matin, le 15 avril, le Titanic coula. Le capitaine Smith fut vu pour la dernière fois sur la passerelle. Des rapports affirmèrent qu'il sauva un enfant de la noyade, mais ces histoires furent pour la plupart rejetées. Son corps ne fut jamais retrouvé. Plus tard, les analyses des actions de Smith pendant le voyage produisirent des opinions divergentes. Certains critiquèrent sa décision de ne pas réduire la vitesse, tandis que d'autres arguèrent qu'en se basant sur son expérience, il croyait pouvoir diriger le navire à temps pour éviter une collision. Des questions furent également soulevées sur son absence de la passerelle alors que le Titanic entrait dans le champ de glace. Numéro 7. La salle à manger de première classe. Imaginez dîner dans la plus grande salle à manger de navire jamais construite. La salle à manger de première classe du Titanic était tout aussi grandiose. Elle pouvait accueillir confortablement plus de 500 invités à la fois. S'étendant sur toute la largeur du navire et mesurant environ 34,75 mètres de long, cet espace magnifique était élégamment décoré en blanc, offrant un cadre luxueux où les riches pouvaient dîner et socialiser. Les délices culinaires offerts étaient rien de moins que spectaculaires, rivalisant avec ceux dignes d'un palais. Les chefs préparaient des délices telles que du homard tendre, des cailles égyptiennes, des pêches mûres, du caviar fin et des raisins sucrés. Des fruits frais et des plats méticuleusement préparés répondaient aux goûts raffinés des passagers les plus riches. Les repas étaient servis à des heures spécifiques. Le petit déjeuner de 8 à 10 heures du matin, le déjeuner de 13h à 13h30 et le dîner de 19h à 20h15 le soir. Le clairon du navire, Peter W. Fletcher, jouait « The Roast Beef of Old England » pour annoncer les heures de repas. Le dîner était une affaire élégante. Les messieurs portaient des costumes de soirée et les dames s'habillaient à la dernière mode, parfumées avec des parfums exotiques importés et exhibant leurs plus beaux bijoux. Un endroit particulièrement prisé était le restaurant à la carte, réservé exclusivement aux passagers de première classe. La conception de la salle à manger s'inspirait de l'architecture britannique. Elle présentait des sièges et des tables confortables en chêne, et chaque coin de cet espace exclusif était orné de meubles luxueux qui combinaient confort et élégance. Alors que les passagers riches savouraient leur repas, un orchestre jouait de la musique apaisante en arrière-plan, améliorant l'ambiance. Cette atmosphère sereine leur permettait de se détendre et de profiter pleinement de leur expérience culinaire. Numéro 6. Une coque compromise. La coque du Titanic, le corps du navire, était un exploit impressionnant d'ingénierie. Les ouvriers utilisèrent plus de 3 millions de rivets en fer et en acier, pesant plus d'1 200 000 kg pour tout tenir ensemble. Ils installaient ces rivets soit en utilisant des machines hydrauliques, soit en les martelant à la main. Bien que la coque ait un double fond pour une résistance supplémentaire, les côtés étaient faits d'une seule couche. La coque était divisée en 15 sections, qui pouvaient être scellées en actionnant un interrupteur. Mais les parois entre ces sections avaient de nombreuses portes d'accès pour améliorer le service de luxe. Ces dernières années, le journaliste irlandais Senan Moloney a suggéré que la coque du Titanic avait été endommagée des semaines avant son premier voyage. En examinant des photos et des témoignages oculaires, Moloney soutient qu'un incendie s'est spontanément déclenché dans l'une des grandes réserves de charbon du Titanic, affaiblissant sévèrement une partie critique de la coque. Parce que l'équipage stockait le charbon près de la coque, la chaleur intense de l'incendie aurait directement affecté la structure du navire. En conséquence, lorsque le Titanic a heurté un iceberg,
la coque en acier affaiblie était vulnérable et s'est rompue. La théorie de Molony a fait face au scepticisme et au fil du temps, diverses explications alternatives pour le naufrage du Titanic ont été proposées, y compris un impact de torpille d'un sous-marin allemand ou une malédiction d'une momie égyptienne. Bien qu'un incendie de charbon semble plus plausible qu'une malédiction mythique, beaucoup croient encore fermement que l'iceberg était la cause principale du naufrage du navire. Numéro 5. La construction du Titanic. La White Star Shipping voulait faire sensation dans les voyages transatlantiques. Pour se démarquer des autres navires voyageant entre l'Europe et les États-Unis, ils décidèrent de construire le Titanic, le paquebot le plus magnifique de son époque. La construction commença le 30 et 1 mars 1909 au chantier naval Harland & Wolff à Belfast. Ils construisaient le Titanic et son navire jumeau, l'Olympic, côte à côte. Parce que ces navires étaient si énormes, ils ont dû relever des défis techniques importants. Personne n'avait jamais construit de navire d'une telle envergure auparavant. Pour accueillir le Titanic et l'Olympic, le chantier naval a dû démolir 3 cales de construction existantes. Ils ont ensuite construit 2 nouvelles, plus grandes, les plus grandes jamais construites à cette époque. Au plus fort de la construction, environ 14 000 ouvriers travaillaient pour donner vie au Titanic et à l'Olympic. Les ouvriers passèrent plus d'1 an à compléter la structure du Titanic, terminant finalement le revêtement extérieur de la coque en octobre 1910. Fait intéressant, dans les années 1990, des scientifiques ont suggéré que les plaques d'acier utilisées étaient fragiles par temps froid. Cette fragilité aurait pu aggraver les dommages de l'impact et accélérer le naufrage. Bien que les plaques d'acier étaient considérées de bonne qualité pour cette époque, elles n'étaient pas aussi solides que celles utilisées dans les navires ultérieurs. Les normes de sécurité pendant la construction étaient loin de ce que nous attendons aujourd'hui. De nombreuses tâches étaient effectuées sans équipement de sécurité, comme des casques ou des protections sur les machines. Ce manque de sécurité a conduit à 246 blessures enregistrées. 20 de ces cas étaient graves, tels que des bras sectionnés et des jambes écrasées par des pièces d'acier tombantes. Tragiquement, 6 ouvriers sont morts sur le navire pendant la construction et l'aménagement, et 2 autres sont morts dans les ateliers et hangars du chantier naval. Peu de temps avant le lancement du navire, un ouvrier fut tué après avoir été frappé par une pièce de bois tombante. Numéro 4. Le lancement du Titanic. Le 31 mai 1911, à 12h15, Robert Falconer Keith lança le Titanic à l'eau. Plus de 100 000 personnes se rassemblèrent pour assister à cet événement grandiose, y compris des invités éminents comme J. Pierpont Morgan et J. Bruce Ismay, qui regardaient depuis une tribune spécialement construite. Alors que Keith actionnait les mécanismes hydrauliques qui libéraient le navire, le Titanic glissa en douceur dans la rivière Lagan. Pour aider le navire massif à descendre la rampe inclinée, les ouvriers avaient appliqué environ 22 353 kg de savon et de suif comme lubrifiant. Suivant la tradition de la White Star Line, le navire ne fut pas officiellement nommé ni baptisé au champagne. Après le lancement, des remorqueurs tirèrent le Titanic jusqu'au quai d'aménagement où, au cours de l'année suivante, les ouvriers installèrent les moteurs, les cheminées, la superstructure et l'intérieur du navire. Après le voyage inaugural de l'Olympic en juin 1911, quelques modifications mineures furent apportées au Titanic, le rendant légèrement plus lourd que l'Olympic et donc le plus grand navire du monde. Cependant, la construction prit plus de temps que prévu en raison de ces changements de conception et des retards causés par les réparations de l'Olympic après sa collision en septembre 1911. Si le Titanic avait été achevé plus tôt, il aurait pu éviter la collision fatale avec l'iceberg. Au début d'avril 1912, le Titanic subit des essais en mer et fut déclaré apte à naviguer. Numéro 3. Le salon de lecture et d'écriture. Imaginez un havre de paix sur le pont A, où les dames de première classe pouvaient se détendre après le dîner. C'était le salon de lecture et d'écriture, un espace paisible principalement fréquenté par les femmes, bien que les hommes y soient les bienvenus mais rarement présents.
Situé du côté bâbord du couloir reliant le grand escalier au salon, il servait de lieu favori pour la relaxation tranquille. La pièce comportait un espace principal spacieux et une petite alcôve sur la droite, séparée par une porte ornée de fenêtres ovales. Élevé au-dessus du pont des embarcations, il était doté de hautes fenêtres atteignant environ 3,3 mètres de hauteur. Des rideaux en soie rose drapaient ces fenêtres, permettant à une abondante lumière naturelle d'inonder l'espace. Décoré dans un style géorgien raffiné, le salon présentait un travail de plâtre complexe, des boiseries élégantes, des colonnes cannelées et une cheminée en marbre blanc. Des palmiers en pot ajoutaient des touches de verdure, tandis que des appliques murales ombragées et des lustres en cristal offraient un éclairage doux. Des canapés et des chaises confortables, rembourrés de soie jaune et bleue, étaient disposés autour de tables et de bureaux d'écriture. Ouvert de 8h du matin à 11h30 du soir, le salon de lecture et d'écriture correspondait aux heures du salon de première classe voisin. Les passagers pouvaient emprunter des livres au salon et utiliser les bureaux d'écriture pour rédiger des lettres ou envoyer des cartes postales, tout le courrier étant expédié à Cherbourg, en France, et à Queenstown, en Irlande. Malheureusement, le salon fut peu utilisé, car les passagers ne comprenaient pas son objectif initial. Aujourd'hui, il reste inexploité ou endommagé en raison de la destruction du navire et de l'effondrement du pont au-dessus. Fait intéressant, des restes du salon, y compris un canapé jaune et une chaise rose, se sont échoués sur les plages de Terre-Neuve. Cela suggère que quelqu'un a accédé au salon, a retiré des meubles et les a jetés dans l'océan, probablement pour les utiliser comme radeaux de fortune ou dispositifs de flottaison. Numéro 2. La salle à manger de deuxième classe. Sur le pont D du Titanic, il y avait un grand et élégant espace connu sous le nom de salle à manger de deuxième classe. Elle pouvait accueillir jusqu'à presque 400 passagers à la fois, avec de longues tables qui s'étendaient à travers la pièce. Le mobilier en acajou, rembourré de cramoisi, ajoutait une touche de sophistication à l'endroit. Pour assurer la stabilité pendant le mauvais temps, les longues tables et les chaises pivotantes en acajou étaient solidement fixées au sol. Les repas dans la salle à manger de deuxième classe étaient préparés dans la même cuisine qui servait à la fois les passagers de première et de deuxième classe, car elle fournissait également la plus grande salle à manger de première classe sur le même pont. Pendant que les passagers savouraient leur repas, un orchestre les divertissait avec de la musique pendant et après le dîner, créant une atmosphère agréable. Fait intéressant, les plateaux de service n'étaient pas disponibles dans la salle à manger de deuxième classe. Malgré ce défi, la salle à manger conservait son élégance et offrait un lieu de rassemblement pour les passagers afin de profiter de leur repas et de se connecter. Numéro 1. Le salon fumoir de première classe. Le salon fumoir de première classe était un élégant salon nocturne réservé exclusivement aux passagers masculins de première classe. Dans cet espace raffiné, ils se rassemblaient pour socialiser, discuter d'affaires et de politique, fumer, boire et jouer à des jeux de hasard, sauf le dimanche. La pièce était conçue pour ressembler à un club de gentlemen, avec des détails somptueux qui ajoutaient à son ambiance sophistiquée. Les murs étaient ornés de boiseries en acajou foncé, avec des incrustations complexes en nacre et des sculptures détaillées. Des vitraux et de grandes niches illuminaient la pièce par derrière, projetant une lueur chaleureuse qui améliorait l'atmosphère. Le sol présentait des carreaux de linoléum bleu et rouge, tandis que le plafond d'emplâtre affichait des médaillons décoratifs. Au-dessus de la cheminée principale était suspendue une peinture importante intitulée « Approach to the New World » de Norman Wilkinson. Ce salon fumoir attirait à la fois les joueurs passionnés et les joueurs de cartes professionnels. En fait, au moins 4 joueurs professionnels étaient à bord du Titanic. Les stewards du bar voisin répondaient aux demandes des passagers pour des cigares et des boissons, améliorant l'expérience globale et ajoutant à l'attrait de la pièce. Pendant le naufrage, le salon fumoir est devenu le théâtre de moments poignants pour plusieurs individus. Juste avant 2h du matin, Archibald Gracie, un écrivain américain et survivant du Titanic, entra dans la pièce. Il trouva le major Archibald Butt, Francis Davis Milley, Clarence Moore
et Arthur Ryerson jouant leur dernière partie de cartes à leur table habituelle. À proximité, William Stead, un écrivain et journaliste britannique de premier plan, était assis tranquillement en train de lire un livre. Emile Taussig, le directeur de la West Disinfecting Company, semblait calme alors qu'il tenait ses mains jointes sur ses genoux et regardait le sol, apparemment résigné aux événements imminents. Aux environs de 2h05 du matin, les joueurs de cartes se dirent au revoir et quittèrent la pièce. Millet et le Major Butt seraient restés et auraient sauté par-dessus bord ensemble. Archibald Gracie quitta également la pièce. Le sort de M. Taussig et de M. Stead est incertain, mais on sait qu'ils périrent dans le naufrage. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.